Elle voulait juste un emploi. Elle pensait que la voiture l'emmènerait à l'entreprise mentionnée dans l'annonce, mais elle s'est retrouvée devant un manoir aux portes immenses et aux secrets plus grands encore. Et le patron l'attendait déjà en haut des escaliers. Le soleil brûlant de Marseille châtiait les rues du Vieux-Port tandis que Sophie Dubois marchait à la hâte, tenant fermement son CV déjà froissé entre ses doigts. Diplômée en assistance sociale depuis presque 1 an, la jeune femme de 28 ans comptait sur ses doigts les entretiens ratés des derniers mois. Le loyer en retard et les factures qui s'accumulaient dans le tiroir de son petit studio du quartier de la Liberté étaient des rappels constants de sa situation désespérée. « Une chance de plus, j'ai juste besoin d'une chance de plus », murmurait-elle, en essuyant la sueur de son front du revers de la main. La chaleur provençale ne donnait pas de répit, tout comme ses problèmes financiers. Avec son ordinateur portable presque hors d'usage et utilisant l'Internet emprunté à sa voisine, Sophie avait trouvé une annonce qui semblait prometteuse. Un projet social cherchait des professionnels pour travailler avec des jeunes en situation de vulnérabilité dans le quartier de Rivière-Rouge. La description du poste semblait faite pour elle et le salaire offert résoudrait ses problèmes les plus urgents. L'adresse notée sur un bout de papier la conduisit vers l'un des quartiers les plus nobles de la ville, où des maisons anciennes rénovées et des manoirs modernes se partagèrent l'espace avec une vue privilégiée sur la mer. Sophie s'arrêta devant un imposant portail en fer forgé, vérifiant à nouveau l'adresse pour s'assurer qu'elle était au bon endroit. Hésitante, elle appuya sur l'interphone. « Oui ?» La voix grave et formelle de l'autre côté la fit déglutir. « Bonjour, je m'appelle Sophie Dubois. Je viens pour l'entretien du projet social. » Après quelques secondes de silence, le portail s'ouvrit avec un grincement métallique. Sophie traversa le vaste jardin, admirant les sculptures et la végétation parfaitement entretenue. Le manoir qui se dressait devant elle était une impressionnante construction de style colonial, préservée avec soin, mais avec des éléments modernes qui indiquaient une rénovation récente. Une dame d'environ 60 ans, aux cheveux gris parfaitement coiffés en chignon, l'accueillit à l'entrée. Elle portait un uniforme impeccablement repassé et l'observait avec curiosité. « Bonjour, mademoiselle. Je suis madame Josette, la gouvernante. Monsieur Thomas est dans son bureau, veuillez me suivre. » Sophie suivit la femme à l'intérieur de la maison, se sentant immédiatement intimidée par l'opulence du lieu. Des tableaux qui semblaient d'une valeur inestimable ornaient les murs, et le sol en marbre reflétait la lumière qui entrait par les grandes fenêtres. Le contraste avec sa réalité ne pouvait être plus grand. Madame Josette frappa doucement à une porte en bois sombre et l'ouvrit annonçant « Monsieur Thomas, la jeune femme pour l'entretien est arrivée. » En entrant dans le bureau, Sophie se retrouva face à un homme d'environ 40 ans, assis derrière un imposant bureau en acajou. Thomas Lefebvre était le propriétaire de l'une des plus grandes entreprises de technologie du pays, mais il s'était progressivement éloigné de la vie publique après le tragique accident qui avait emporté sa femme 3 ans auparavant. Ses yeux bruns foncés, encadrés par de discrètes rides d'expression, montraient un mélange de surprise et de confusion. « Un entretien ? Je ne me souviens pas avoir prévu un entretien aujourd'hui. » Sophie sentit son visage s'empourprer de honte. « Excusez-moi, monsieur Lefebvre, je suis venu pour l'entretien du projet social pour les jeunes en situation de vulnérabilité. L'adresse qu'on m'a donnée était celle-ci. » Thomas fronça les sourcils, passant la main dans ses cheveux légèrement grisonnants aux tempes. « Je crains qu'il n'y ait eu une erreur. Je ne recrute pour aucun projet social en ce moment. » L'estomac de Sophie se noua. C'était son dernier argent du mois dépensé en transport pour un entretien raté de plus. Cette fois-ci, même pas existant. « Pardonnez-moi pour le dérangement. J'ai dû noter la mauvaise adresse. » Elle essaya de garder sa contenance, mais la déception était inscrite sur son visage. « Je vais me retirer immédiatement. » Quand Sophie se retourna pour partir, une larme obstinée s'échappa, et elle l'essuya rapidement. Thomas remarqua ce geste, et quelque chose dans le désespoir contenu de la jeune femme le toucha. « Attendez. » Sa voix la fit s'arrêter. « Quel genre de projet social cherchiez-vous » Sophie se retourna, surprise par la question. « Un programme pour aider les jeunes en situation de vulnérabilité à Rivière-Rouge. Je suis assistante sociale, diplômée de l'université d'Aix-Marseille. » Thomas l'étudia quelques instants. Il y avait quelque chose dans la détermination de cette femme qui contrastait avec sa fragilité financière évidente. Ses yeux, d'un vert intense, révélaient une force intérieure qu'il n'avait pas vue chez personne depuis longtemps. « S'il vous plaît »
Asseyez-vous. Il indiqua la chaise en face de lui. Peut-être que cette erreur n'est pas totalement due au hasard. Sophie hésita, mais finit par accepter l'invitation. La sensation d'inconfort la dominait toujours, mais quelque chose dans l'expression de cet homme la fit rester. Cela fait un moment que je pense à lancer un projet social. Thomas parlait plus pour lui-même que pour elle. C'était un rêve d'Hélène, ma femme. Elle a toujours voulu créer un centre de formation professionnelle pour les jeunes à faible revenu. Madame Josette entra silencieusement avec un plateau servant du café aux deux. Sophie remarqua le regard surpris de la gouvernante en la voyant assise, comme si la présence d'une visiteuse était un événement rare dans cette maison. « Monsieur ne reçoit personne depuis des mois », commenta Madame Josette à voix basse, mais suffisamment audible pour que Sophie comprenne que sa présence ici représentait quelque chose d'inhabituel. Quand la gouvernante sortit, Thomas continua. « Parlez-moi de vous, Sophie. Qu'est-ce qui vous a amené à chercher du travail dans des projets sociaux ?» Pendant l'heure qui suivit, Sophie parla de sa formation, de son travail bénévole dans des communautés défavorisées pendant ses études et de ses rêves de faire la différence dans la vie de jeunes sans opportunité. Au fur et à mesure qu'elle parlait, elle se rendait compte que Thomas l'écoutait avec un intérêt sincère, posant des questions pertinentes et démontrant sa connaissance des questions sociales de Marseille. « J'ai une proposition à vous faire », dit finalement Thomas après un long silence réfléchi. « Ce n'est pas exactement le travail que vous êtes venu chercher, mais cela pourrait être intéressant. Je suis prêt à financer un projet social tel que celui que vous avez décrit, et j'ai besoin de quelqu'un d'expérimenté pour le structurer depuis le début. Ce serait initialement une consultation de 3 mois, avec possibilité de permanence par la suite. » Sophie n'en croyait pas ses oreilles. « Vous m'offrez un emploi ? Comme ça, sans vraiment me connaître ?» Thomas sourit pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans ce bureau. C'était un sourire contenu, mais qui adoucissait ses traits sérieux. « Disons que je fais confiance à mon intuition, et quelque chose me dit que vous êtes exactement la personne dont j'ai besoin pour concrétiser cette idée. » Il fit une pause. « De plus, vous devrez travailler ici, au manoir. J'ai un bureau libre au 2e étage qui peut être adapté. J'aurai besoin de suivre de près le développement du projet. » La proposition était tentante, mais travailler dans ce manoir, si loin de sa réalité, la rendait anxieuse. D'un autre côté, c'était l'opportunité qu'elle attendait tant. Un projet à construire de zéro, avec des ressources suffisantes pour faire la différence. « J'accepte », répondit Sophie, tendant la main pour sceller l'accord. Quand Thomas la serra, elle sentit un léger frisson parcourir sa colonne vertébrale. Cette poignée de main marquait le début de quelque chose qui changerait sa vie d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. L'adaptation de Sophie au manoir des Lefebvre ne fut pas facile les premiers jours. Le bureau qui lui était assigné était plus grand que tout son studio, avec une vue splendide sur la mer de Marseille. Équipé d'ordinateurs dernier cri, de tableaux de planification et d'une bibliothèque remplie de livres sur la gestion de projets sociaux, l'espace semblait avoir été préparé spécialement pour elle, bien que Thomas assure qu'il s'agissait simplement d'un bureau inoccupé. Madame Josette, initialement réservée, commença à montrer de la sympathie pour la jeune assistante sociale. Pendant le déjeuner du 3e jour, alors que Sophie mangeait seule dans l'immense salle à manger, la gouvernante s'approcha avec un sourire timide. « Monsieur Thomas prend toujours son déjeuner dans son bureau depuis que Madame Hélène nous a quittés », commenta-t-elle en versant plus de jus de fruits dans le verre de Sophie. « C'est bon de voir quelqu'un utiliser cette table à nouveau. Combien de temps depuis que sa femme est partie ?» demanda Sophie, choisissant soigneusement ses mots. « 3 ans, un accident sur la route de Cassis ?» Madame Josette baissa la voix. « Il n'a plus jamais été le même. Il a abandonné presque tous ses amis, sort rarement, vit pour son travail. C'est la première fois que je le vois s'intéresser à autre chose que l'entreprise depuis lors. » Dans les jours qui suivirent, Sophie se plongea dans le développement du projet. Son idée était de créer un centre de formation professionnelle dans le quartier de Bandol, axé sur la technologie et l'entrepreneuriat pour les jeunes des communautés défavorisées. Thomas, malgré sa réserve, se montrait étonnamment impliqué, visitant son bureau quotidiennement pour discuter des idées et offrir des suggestions. Un après-midi particulièrement chaud, alors qu'il révisait le budget préliminaire, Sophie remarqua que Thomas l'observait intensément. Elle sentit son visage s'échauffer sous ce regard. « Un problème avec les chiffres ?» demanda-t-elle, essayant de briser le silence inconfortable. « Non, les chiffres sont parfaits, » répondit-il, détournant le regard. « Je pensais simplement
à la façon dont vous apportez une énergie différente à cette maison. C'est comme si les murs respiraient à nouveau. » Ces mots, prononcés avec tant de sincérité, firent accélérer le cœur de Sophie. Il y avait quelque chose chez cet homme, peut-être la combinaison de force et de vulnérabilité, qui l'intriguait profondément. « Merci pour cette opportunité, » répondit-elle simplement. « Ce projet signifie beaucoup pour moi. » Le lendemain matin, en arrivant au bureau, Sophie trouva une invitation sur son bureau. Thomas l'invitait à dîner dans un restaurant du Vieux-Port pour discuter des prochaines étapes du projet dans un cadre plus détendu. Elle hésita, consciente qu'elle ne possédait pas de vêtements appropriés pour un rendez-vous d'affaires dans un restaurant qui serait probablement sophistiqué. Comme si elle lisait dans ses pensées, Madame Josette apparut à la porte avec une boîte dans les mains. « Monsieur Thomas m'a demandé de vous remettre ceci. Il a dit que c'était une avance sur votre premier salaire pour que vous puissiez acheter ce dont vous avez besoin pour le dîner de ce soir. » Dans la boîte, Sophie trouva une enveloppe contenant une somme généreuse d'argent et une carte écrite à la main. « Pour que vous vous sentiez à l'aise ce soir. Ce n'est pas de la charité, c'est une reconnaissance pour votre travail. Thomas. » Ce geste, à la fois attentionné et respectueux, la toucha profondément. Pour la première fois depuis des mois, Sophie s'autorisa un moment de vanité, achetant une robe bleu turquoise qui mettait en valeur ses yeux verts et sa peau mate. En se regardant dans le miroir de la petite boutique du centre commercial Le Pharaon, elle reconnut à peine la femme confiante qui la regardait en retour. Le restaurant choisi par Thomas était une charmante maison coloniale, au cœur du Vieux-Port, connue pour sa cuisine provençale contemporaine. Quand Sophie arriva, il l'attendait déjà à une table discrète sur la terrasse, avec vue sur la place de la Marine illuminée. En la voyant, Thomas se leva immédiatement, visiblement impressionné par sa transformation. « Vous êtes éblouissante, » dit-il, tirant la chaise pour qu'elle s'assoie. La soirée se déroula de façon étonnamment agréable. Le vin rouge sélectionné par Thomas et la bouillabaisse créèrent le cadre parfait pour une conversation qui dépassa rapidement les limites du projet social. Pour la première fois, Sophie vit l'entrepreneur sourire ouvertement, tandis qu'elle racontait des histoires de son enfance dans l'arrière-pays provençal. « Ma mère a élevé 4 enfants seuls, travaillant comme couturière, » révéla Sophie. « Elle tenait à ce que nous étudions tous, même quand nous avions à peine de quoi manger. Elle disait que la connaissance était le seul héritage que personne ne pourrait nous enlever. » Thomas l'écoutait avec un intérêt sincère. « Et comment êtes-vous arrivé à Marseille ? » ?»« J'ai obtenu une bourse à l'université d'Aix-Marseille. Je travaillais le jour et étudiais le soir. Ce n'était pas facile, mais chaque sacrifice en valait la peine. » Elle fit une pause, prenant une gorgée de vin. « Et vous ? Avez-vous toujours été entrepreneur ? » ?»« En fait, j'ai commencé comme programmeur. J'ai développé une application de logistique pendant mes études qui a fini par être achetée par une multinationale. L'argent de cette vente a été le début de tout. » Ses yeux prirent un éclat distant. Hélène disait toujours que ma plus grande qualité était de voir des opportunités là où d'autres ne voyaient que des problèmes. La mention de son épouse décédée apporta une ombre momentanée sur le visage de Thomas, mais il reprit vite la conversation. « Savez-vous ce que j'admire le plus chez vous, Sophie ? Votre authenticité. Vous n'essayez pas d'impressionner, vous ne cachez pas vos origines, vous n'avez pas honte de votre parcours. C'est rare de trouver des personnes comme vous. » Ces mots, prononcés avec tant de sincérité, firent sentir à Sophie qu'elle était vraiment vue pour la première fois depuis longtemps. Il y avait quelque chose dans la façon dont Thomas la regardait qui allait au-delà de l'admiration professionnelle. Au retour vers le manoir, le silence dans la voiture était confortable, comme si tous deux étaient en train de digérer les révélations de la soirée. En arrivant, Thomas l'accompagna jusqu'à la porte de la chambre d'invités qu'elle occupait quand elle travaillait tard. « Merci pour cette soirée, » dit Sophie, soudainement consciente de la proximité entre eux dans le couloir sombre. « C'est moi qui vous remercie. » Thomas hésita un moment, comme s'il voulait dire quelque chose de plus. « Sophie, je sais que notre accord initial était pour une consultation de 3 mois, mais j'aimerais proposer quelque chose de différent. » Son cœur s'accéléra, anticipant ce qui allait suivre. « J'aimerais que vous envisagiez de déménager au manoir pendant le développement du projet. Nous avons suffisamment de chambres d'invités, et ce serait plus pratique pour le travail. » Il fit une pause, visiblement nerveux. « De plus, je dois avouer que votre présence a apporté de la vie à cette maison après tant de temps. » La proposition était inattendue, et Sophie savait qu'elle devrait refuser. Mêler davantage sa vie professionnelle à cet environnement personnel pourrait compliquer les choses.
Mais l'idée de quitter son studio étroit et ses problèmes financiers, même temporairement, était trop tentante. « Puis-je y réfléchir » demanda-t-elle, gagnant du temps. « Bien sûr. » Thomas sourit. « Il n'y a pas d'urgence. Considérez simplement que ce serait bénéfique pour nous deux. » Cette nuit-là, Sophie put à peine dormir, repassant mentalement les pour et les contre de cette proposition. D'un côté, elle franchirait une ligne ténue entre le professionnel et le personnel. De l'autre, elle sentait qu'il y avait quelque chose de plus profond qui se développait entre eux, une connexion qui allait au-delà du projet social. Le lendemain matin, pendant le petit déjeuner servi par Madame Josette, Sophie prit sa décision. « J'accepte votre proposition », dit-elle à Thomas, qui la regarda surpris par-dessus son journal. « Mais à une condition. Je veux une totale autonomie pour conduire le projet de la manière que je crois la plus efficace. » Le sourire qui s'ouvrit sur le visage de Thomas illumina ses yeux d'une façon que Sophie n'avait pas encore vue. « Marché conclu. Vous pouvez emménager quand vous voulez. Madame Josette préparera la chambre principale de l'aile est. Elle a une vue magnifique sur le lever du soleil. » Cet après-midi-là, Sophie retourna à son studio pour ranger ses quelques vêtements et affaires personnelles. En pliant soigneusement la robe bleu turquoise qu'elle avait portée la veille au soir, elle ne put s'empêcher de penser au tournant inattendu qu'avait pris sa vie. Ce qui avait commencé comme une erreur d'adresse se transformait en la plus grande opportunité de sa vie, tant professionnellement que personnellement. En fermant sa petite valise, Sophie regarda une dernière fois le minuscule appartement qui avait été son foyer ces dernières années. Au lieu de l'habituelle sensation de défaite que ce lieu lui apportait, elle ressentit une étrange paix. Quelque chose lui disait qu'elle était sur la bonne voie, même si ce chemin la menait vers des territoires inconnus. Le déménagement de Sophie au manoir des Lefebvre transforma la routine de la maison. Là où régnait auparavant un silence presque sépulcral, résonnaient maintenant des conversations animées et même des rires occasionnels. Madame Josette, qui depuis des années était témoin de la solitude de Thomas, observait avec une approbation discrète la renaissance progressive de son patron. « Je n'aurais jamais pensé revoir Monsieur Thomas sourire », commenta la gouvernante en aidant Sophie à organiser une pile de documents pour le projet. Mademoiselle a apporté de la lumière à cette maison. Les jours prirent une routine agréable. Le matin, Sophie et Thomas prenaient le petit déjeuner ensemble sur la terrasse avec vue sur la mer, discutant des nouvelles et planifiant la journée. Durant les après-midi, chacun se concentrait sur son travail. Elle sur le projet social, lui sur les affaires de l'entreprise technologique qu'il dirigeait à distance. Le soir, ils dînaient ensemble et continuaient souvent à converser dans la bibliothèque jusqu'à tard, partageant des histoires et découvrant des affinités inattendues. Ce fut pendant une de ces soirées à la bibliothèque, après un dîner particulièrement agréable, que Thomas ouvrit une bouteille spéciale de vin et proposa un toast. « La Fondation Nouveaux Horizons a été officiellement enregistrée aujourd'hui », annonça-t-il, tendant à Sophie une coupe en cristal. « Félicitations, directrice exécutive. » Sophie faillit laisser tomber son verre. « Directrice exécutive ? Je pensais que je serais simplement consultante du projet. »« J'ai changé d'avis, » répondit Thomas avec un sourire qui illuminait ses yeux sombres. « Vous avez conçu le projet de zéro, défini la méthodologie, sélectionné les quartiers pour la mise en œuvre. Personne de mieux que vous pour diriger la fondation. » Des larmes d'émotion jaillirent des yeux de Sophie. Cette reconnaissance professionnelle était tout ce dont elle avait toujours rêvé, mais jamais imaginé atteindre si tôt dans sa carrière. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle, essuyant discrètement une larme. « Dites simplement que vous acceptez. » Thomas s'approcha, touchant doucement son bras. « Et que vous ne quitterez pas le manoir de sitôt. Je me suis déjà habitué à votre présence. » Ce toucher apparemment désinvolte envoya un courant électrique à travers le corps de Sophie. Ces derniers jours, elle luttait contre l'attraction croissante qu'elle ressentait pour Thomas, essayant de maintenir la relation strictement professionnelle. Mais des moments comme celui-ci rendèrent la tâche de plus en plus difficile. « J'accepte la direction de la fondation, » répondit-elle, détournant le regard pour cacher la rougeur qui montait à son visage. « Quant à rester au manoir, je pense que nous devons établir quelques limites claires. » Thomas s'éloigna légèrement, respectant son espace. « Vous avez raison. Pardonnez-moi si j'ai dépassé une limite. »« Ce n'est pas ça, » s'empressa de clarifier Sophie. « C'est que tout arrive si vite. Il y a 2 mois, j'étais désespéré, sans emploi, sur le point d'être expulsé. Maintenant, je vis dans un manoir, je dirige une fondation.
Elle fit une pause, cherchant les mots justes, et il y a vous, la façon dont vous me regardez parfois. Comment est-ce que je vous regarde? Demanda Thomas, sa voix baissant d'une octave. Comme si j'étais la réponse à une question que vous vous posez depuis longtemps. Sophie se surprit elle-même par l'honnêteté de cette observation. Un silence chargé de tension s'installa entre eux. Thomas fit un pas en avant, réduisant à nouveau la distance qui les séparait. « Peut-être l'êtes-vous », répondit-il finalement. « Depuis qu'Hélène est partie, je pensais que jamais plus je ne ressentirais. » La sonnerie stridente du téléphone interrompit le moment. Thomas répondit avec une irritation évidente, mais son expression changea rapidement pour l'inquiétude. « Je comprends. Oui, j'y serai première heure demain matin. » Il raccrocha, passant la main dans ses cheveux dans un geste de frustration. « C'était mon avocat. Un problème est survenu avec le terrain que nous avons acheté pour le siège de la Fondation. Je devrais me rendre à Paris demain à la première heure. » La nouvelle ramena Sophie à la réalité. La proximité dangereuse des instants précédents céda la place à la préoccupation professionnelle. Un problème sérieux? Puis-je aider d'une façon ou d'une autre? Une question bureaucratique avec l'enregistrement de la propriété. Rien qui ne puisse être résolu, mais cela exigera ma présence. Thomas semblait sincèrement déçu par l'interruption. Je serai absent 1 semaine, au maximum. Le lendemain matin, Sophie se réveilla tôt pour dire au revoir à Thomas. Elle le trouva dans le hall d'entrée, donnant les dernières instructions à Madame Josette. « Prenez bien soin d'elle », demanda-t-il à la gouvernante, sans remarquer que Sophie l'observait depuis l'escalier. « Et appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. »« On dirait que vous allez me manquer », commenta Sophie, descendant les dernières marches. Thomas sourit, visiblement heureux de la voir avant de partir. « Je vais vous manquer ou ma carte de crédit pour la fondation ?»« Les deux, » répondit-elle, entrant dans la plaisanterie. « Mais surtout vous. » Impulsivement, Thomas s'approcha et l'enlaça. C'était la première fois qu'ils se touchaient de cette manière, et Sophie se sentit enveloppée par la chaleur de son corps et le parfum discret de son eau de Cologne. Pendant un moment, elle souhaita que cette étreinte ne se termine jamais. « Je reviendrai le plus vite possible », promit-il, s'éloignant à contre-cœur. « Continuez avec les préparatifs pour l'inauguration. J'ai pleinement confiance en vous. » Après le départ de Thomas, Sophie se plongea dans le travail pour ne pas penser à la soudaine solitude qu'elle ressentait. Avec l'aide de Madame Josette, elle transforma l'une des salles du manoir en un centre d'opération pour la Fondation. Elle embaucha une équipe initiale, assistants sociaux, psychologues et éducateurs, et commença la formation pour l'accueil des jeunes. Le 3e jour de l'absence de Thomas, alors qu'elle organisait des documents dans son bureau au manoir, Sophie fut surprise par le son de la sonnette. Madame Josette apparut quelques minutes plus tard, accompagnée d'un homme élégant d'âge moyen. « Excusez-moi de vous interrompre, mademoiselle Sophie. Voici monsieur Paul Mercier, ami de monsieur Thomas. » Paul la salua d'une poignée de main ferme, l'observant avec une curiosité évidente. « Alors vous êtes la fameuse Sophie. Thomas ne cesse de parler de vous et de ce projet social. »« J'espère qu'il a dit du bien, » répondit-elle, indiquant une chaise pour qu'il s'assoie. « Plus que bien. En fait, je ne l'ai jamais vu aussi animé ces dernières années. » Paul semblait sincèrement satisfait. « Je suis venu chercher quelques documents qu'il a laissés dans le coffre, mais j'avoue que ma curiosité de vous rencontrer était la principale raison de ma visite. » La franchise de Paul désarma Sophie. Dans les minutes qui suivirent, il raconta des histoires sur son amitié de longue date avec Thomas, révélant des facettes de l'entrepreneur qu'elle ne connaissait pas. Après le départ d'Hélène, je pensais qu'il ne s'en remettrait jamais, commenta Paul, acceptant le café offert par Madame Josette. Il s'est plongé dans le travail comme une forme d'échappatoire. Il refusait toute invitation, évitait les événements sociaux, vivait pratiquement reclus dans ce manoir. Il semble encore assez réservé, observa Sophie. Vous ne l'avez pas connu avant. Paul sourit avec une pointe de tristesse. Thomas était l'âme des fêtes, toujours plein de plans et de projets. Hélène était son ancre, elle l'équilibrait. Quand il l'a perdue, Paul interrompit sa phrase, comme s'il se rendait compte qu'il entrait en territoire délicat. Eh bien, l'important, c'est qu'il semble recommencer à vivre, et d'après ce que je vois, vous jouez un rôle fondamental dans ce processus. Cette observation laissa Sophie pensive. Bien qu'elle ressente une connexion profonde avec Thomas, elle craignait de devenir simplement une remplaçante pour Hélène, un antidote à sa solitude. Dans les jours qui suivirent, alors que l'absence de Thomas se prolongeait au-delà de ce qui était prévu, Sophie se consacra entièrement à la fondation.
Elle visita des communautés à Bandol, La Liberté et dans les quartiers nord, cartographiant les besoins et établissant des partenariats avec les leaders locaux. À chaque succès, elle ressentait l'impulsion de partager avec Thomas, mais se limitait à des messages formels sur l'avancement du projet. Un après-midi particulièrement épuisant, après une réunion avec des partenaires potentiels, Sophie retourna au manoir en ressentant le poids de la fatigue. En entrant dans sa chambre, elle trouva un énorme bouquet de tournesols sur le lit, avec une carte écrite à la main. « Pour illuminer vos journées pendant mon absence, j'arrive demain. Vous me manquez, Thomas. » Ce geste simple fit accélérer son cœur. Plus que les mots sur la carte, c'était le symbolisme des tournesols, les fleurs qui se tournent toujours vers la lumière, qui la toucha profondément. Le lendemain matin, Sophie se réveilla particulièrement tôt. Elle choisit une robe jaune qui s'accordait avec les tournesols et attacha ses cheveux en un chignon décontracté. Elle voulait être belle pour l'arrivée de Thomas, mais sans paraître avoir trop fait d'efforts pour cela. Quand la voiture se gara enfin à l'entrée du manoir, elle contint l'impulsion de courir pour l'accueillir. Au lieu de cela, elle resta sur la véranda observant Thomas sortir du véhicule. Il semblait fatigué du voyage, mais son visage s'illumina en la voyant. « Les tournesols vous vont bien », commenta-t-il en s'approchant avec un sourire. « Merci pour eux, c'était une adorable surprise. » Thomas l'observa un moment, comme s'il gravait chaque détail de son image. « Vous m'avez manqué, plus que je ne l'aurais imaginé. » Avant que Sophie ne puisse répondre, Madame Josette apparut, annonçant que le déjeuner était servi. Le moment intime fut interrompu, mais le regard échangé entre eux portait des promesses silencieuses pour plus tard. Pendant le déjeuner, Thomas raconta son voyage à Paris et les complications qu'il avait affrontées pour régulariser le terrain de la Fondation. Sophie, de son côté, partagea les avancées du projet et les partenariats établis pendant son absence. « Vous avez réalisé plus en une semaine que beaucoup ne feraient en un mois », commenta Thomas, visiblement impressionné. « J'ai de plus en plus la certitude d'avoir fait le bon choix en vous plaçant à la tête de la Fondation. » Cette reconnaissance professionnelle, venant de quelqu'un qu'elle admirait de plus en plus, remplit Sophie de fierté. Pour un moment, elle oublia presque l'attraction qu'elle ressentait pour lui, se concentrant uniquement sur la satisfaction de voir son travail valorisé. Après le déjeuner, alors qu'il se promenait dans le jardin du manoir, Thomas la surprit avec une question. « Croyez-vous au destin, Sophie ?»« Je ne sais pas vraiment, » répondit-elle pensive. « Mais je crois qu'il existe des rencontres qui changent le cours de nos vies. Comme la nôtre, compléta-t-il, s'arrêtant pour la regarder. Une adresse erronée qui s'est avérée être la plus juste de toutes. À ce moment, sous le soleil de l'après-midi provençal, avec le parfum des fleurs du jardin et le son distant de la mer, Sophie sut qu'il n'y avait plus moyen de nier ce qu'elle ressentait. La transformation dans sa vie allait bien au-delà de l'aspect professionnel. Elle tombait amoureuse de Thomas Lefebvre. L'inauguration de la Fondation Nouveaux Horizons fut un événement qui fit bouger Marseille. Des politiciens locaux, des entrepreneurs influents et des leaders communautaires assistèrent à la cérémonie tenue dans le nouveau siège, un espace vaste et moderne dans le quartier de Rivière-Rouge. Sophie, vêtue d'un élégant tailleur blanc, parla avec passion des objectifs du projet et des premières promotions de jeunes qui seraient accueillis. À ses côtés, Thomas observait avec admiration l'aisance avec laquelle elle menait l'événement. Au cours des 2 derniers mois, leur relation s'était approfondie, bien qu'aucun des deux n'ait fait le pas décisif pour transformer l'évidente attraction en quelque chose de concret. Il y avait toujours un projet urgent, une réunion importante, une excuse commode pour reporter la conversation qu'ils savaient tous deux inévitable. Après le cocktail d'inauguration, lorsqu'ils retournèrent au manoir déjà tard dans la nuit, Sophie se sentait épuisée, mais comblée. C'était le point culminant de sa carrière, la concrétisation d'un rêve qui semblait impossible quelques mois auparavant. « Vous avez été brillante aujourd'hui », commenta Thomas, servant 2 coupes de champagne sur la véranda. Le préfet m'a dit qu'il était impressionné par l'approche pédagogique de la Fondation. C'est étrange de penser que tout a commencé par une adresse erronée, réfléchit Sophie, acceptant la coupe. Parfois, je me demande ce qui serait arrivé si je n'avais pas confondu ce numéro. Je préfère croire que ce n'était pas une erreur, répondit Thomas, ses yeux fixés sur les siens. Je préfère penser que c'était exactement là où vous deviez être. Le silence qui suivit était chargé de significations non dites. Sophie savait que le moment était venu d'affronter ce qui grandissait entre eux, mais une partie d'elle hésitait encore.
La différence sociale, le fait de travailler pour lui, le fantôme d'Hélène, tout cela formait une barrière invisible qu'elle craignait de franchir. « Demain sera une journée chargée, dit-elle finalement, terminant son champagne. Je pense qu'il vaut mieux nous retirer. » Thomas acquiesça, dissimulant sa déception. « Bien sûr, reposez-vous bien. » Cette nuit-là, Sophie se retourna dans son lit sans parvenir à dormir. La joie du succès professionnel contrastait avec l'inquiétude émotionnelle. Elle décida de se lever pour chercher un livre dans la bibliothèque qui pourrait distraire son esprit agité. Le manoir était silencieux et partiellement dans l'obscurité. Seules quelques lumières de sécurité éclairaient les couloirs, tandis que Sophie marchait pieds nus, essayant de ne pas faire de bruit. En entrant dans la bibliothèque, elle remarqua une porte au fond qu'elle n'avait jamais vue ouverte. Mue par la curiosité, elle s'approcha et tourna la poignée. C'était un petit bureau personnel, très différent du vaste bureau où Thomas travaillait normalement. L'espace avait un air intime et nostalgique, avec des photographies anciennes au mur et des objets personnels soigneusement disposés. Sophie savait qu'elle ne devrait pas être là, envahissant l'intimité de Thomas. Mais quelque chose l'empêchait de sortir. Ses yeux furent attirés par une photographie d'une très belle femme souriant aux côtés de Thomas sur une plage. Hélène, présuma-t-elle. Sa beauté était classique et élégante, avec des traits délicats et un sourire doux. Pour la première fois, Sophie ressentit une pointe d'insécurité. Comment pourrait-elle rivaliser avec une mémoire idéalisée? À côté de la photographie, sur une étagère en bois sombre, il y avait une boîte sculptée avec des initiales que Sophie ne reconnut pas. Celle. Impulsivement, elle l'ouvrit, y trouvant un vieux journal à la couverture de cuir. Sur la première page, en calligraphie élégante, était écrit « Journal de Caroline Lefebvre, 1958 ». Caroline. Ce devait être la grand-mère de Thomas, conclut Sophie. Elle savait qu'elle devrait fermer le journal et le laisser où elle l'avait trouvé, mais la tentation était trop forte. Elle s'assit dans un fauteuil proche et commença à feuilleter les pages jaunies. Les premières entrées parlaient de la vie de Caroline comme une jeune femme nouvellement mariée, déménageant de la campagne à Marseille. Son mari, Antoine, avait hérité d'une petite entreprise d'exportation de vin et la famille commençait à prospérer. Mais ce qui captiva vraiment l'attention de Sophie, ce furent les descriptions de Caroline sur ses origines modestes et les difficultés d'adaptation à la haute société marseillaise. « Les regards de jugement me suivent à chaque événement », écrivit Caroline dans un passage. « Ils disent qu'Antoine s'est marié en dessous de sa classe, que je ne suis qu'une simple fille de la campagne, sans raffinement. Peut-être ont-ils raison, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que je porte en moi la force de générations de femmes qui ont survécu avec beaucoup moins. » Ces mots résonnèrent profondément en Sophie. Elle aussi connaissait bien les regards de jugement, le sentiment de ne pas appartenir à certains espaces. Au fur et à mesure qu'elle avançait dans la lecture, elle découvrit que Caroline avait grandi dans une famille d'ouvriers agricoles dans l'arrière-pays provençal, pas très loin d'où Sophie elle-même était née. « Aujourd'hui, j'ai planté des tournesols dans le jardin du manoir », disait une autre entrée. Antoine a ri de mon choix, disant que c'étaient des fleurs trop simples pour une maison comme la nôtre. Mais peu m'importe. Les tournesols me rappellent de qui je suis, d'où je viens. Ils se tournent toujours vers la lumière, peu importe combien la journée peut paraître sombre. Des tournesols, comme ceux que Thomas lui avait envoyés. Était-ce une coïncidence? Immergée dans la lecture, Sophie perdit la notion du temps. Le journal révélait le parcours de Caroline au fil des ans, ses luttes pour maintenir ses racines tout en construisant une nouvelle vie, les défis d'élever des enfants dans un environnement privilégié, sans qu'ils ne perdent la notion des valeurs essentielles. Il y avait aussi des mentions d'un projet social que Caroline avait initié, offrant une éducation de base aux enfants des employés de l'entreprise. Antoine a finalement compris l'importance du projet, écrivit-elle en 1967. Aujourd'hui, il a annoncé qu'il construirait une école convenable pour les enfants. Il a dit qu'il était inspiré par ma détermination. Je sens qu'après tant d'années, j'ai enfin trouvé mon but dans cette nouvelle vie, être un pont entre deux mondes que je connais si bien. Un bruit soudain fit lever les yeux de Sophie du journal. Thomas se tenait dans l'embrasure de la porte, l'observant avec une expression indéchiffrable. « Vous avez trouvé une lecture intéressante ?» demanda-t-il, sa voix neutre. Sophie sentit son visage s'empourprer de honte. « Je suis désolé, je ne devrais pas être ici à fouiller dans vos affaires. »« Ce ne sont pas mes affaires, » répondit-il, entrant dans le bureau. «
C'était l'espace personnel de ma grand-mère Caroline. Personne n'y entre depuis des années. Je suis vraiment désolé. Sophie ferma le journal se levant. Je n'arrivais pas à dormir et je suis venu chercher un livre dans la bibliothèque. La porte était entr'ouverte. Thomas s'approcha et, à sa surprise, ne semblait pas en colère. Il prit délicatement le journal de ses mains. « Ma grand-mère était une femme extraordinaire », commenta-t-il, feuilletant les pages d'avec soin. « Elle venait d'origine modeste, s'est mariée avec mon grand-père contre la volonté de sa famille à lui. Elle a affronté beaucoup de préjugés, mais n'a jamais perdu son essence. Elle semblait incroyable, acquiesça Sophie, soulagée qu'il ne soit pas fâché. J'ai lu à propos du projet social qu'elle a initié. Ce fut le premier des nombreux projets sociaux de la famille Lefebvre. Thomas sourit avec nostalgie. Caroline croyait que la richesse sans but était vide. C'est elle qui a planté cette graine dans notre famille. Les tournesols, Sophie commenta doucement. Elle les aimait. Oui, c'étaient ses fleurs préférées. Elle disait qu'elles étaient comme elle, d'origine simple, mais cherchant toujours la lumière. Thomas la regarda intensément. C'est pour cela que j'ai choisi des tournesols pour vous. Quand je vous ai rencontré, j'ai immédiatement pensé à ma grand-mère. La même force, la même authenticité. Cette révélation toucha Sophie profondément. La connexion inattendue avec Caroline à travers les tournesols semblait presque mystique, comme si la grand-mère de Thomas avait, d'une façon ou d'une autre, guidé cette rencontre. « Il y a un passage particulier que j'aimerais que vous lisiez, » dit Thomas, feuilletant le journal jusqu'à trouver ce qu'il cherchait. Il tendit le livre ouvert à Sophie, pointant un paragraphe. « Le véritable amour n'efface pas le passé, » lut Sophie à haute voix. « Il construit sur ses fondations. Antoine porte encore les souvenirs de son premier amour, je le sais, mais cela ne diminue pas ce que nous avons construit ensemble. Nos histoires antérieures ne sont pas des rivales du présent, elles sont des parties de ce que nous sommes devenus. J'ai appris qu'aimer quelqu'un ne signifie pas exiger l'exclusivité sur toutes ces années vécues. » En terminant la lecture, Sophie leva les yeux vers Thomas, comprenant le message implicite. « Hélène fera toujours partie de mon histoire, » dit-il doucement, « tout comme sa perte. Mais ces derniers mois, j'ai réalisé qu'il y a de la place pour un nouveau chapitre. » Il fit un pas en avant, réduisant la distance entre eux. « Un chapitre avec vous, si vous voulez l'écrire avec moi. » Le cœur de Sophie s'accéléra. C'était comme si Caroline, à travers ces mots écrits des décennies auparavant, avait donné la permission pour qu'ils aillent de l'avant. « J'ai peur, » confessa-t-elle, sa voix presque un murmure. « Peur de ne pas être suffisante, de vivre toujours dans l'ombre d'une mémoire. »« Vous ne serez jamais dans l'ombre de personne, » répondit Thomas, touchant son visage avec délicatesse. « Vous apportez votre propre lumière, Sophie. Comme les tournesols de ma grand-mère. » À ce moment, dans le petit bureau entouré par les souvenirs du passé, Sophie sentit que tous ses doutes se dissipaient. Le chemin qui l'avait amené jusqu'ici, l'adresse erronée, le projet social, le déménagement au manoir, semblaient faire partie d'un plan plus grand qui commençait seulement à se révéler. Quand Thomas se pencha et l'embrassa doucement, ce fut comme si le temps s'arrêtait. Un baiser délicat, respectueux, qui portait des promesses d'un futur partagé. Sophie y répondit, se permettant enfin d'embrasser ce qu'elle ressentait. « Je pense que Caroline approuverait, » murmura-t-elle quand le baiser prit fin. « J'en suis certain, » répondit Thomas, souriant. Elle a toujours cru aux secondes chances et aux nouveaux commencements. À partir de cette nuit-là, le journal de Caroline devint une sorte de guide pour Sophie. Dans les moments de doute ou d'insécurité, elle recourait aux paroles sages de cette femme qui, sans le savoir, avait pavé le chemin pour son propre voyage dans la famille Lefebvre. Et les tournesols, qui n'étaient auparavant que des fleurs pour elle, acquirent une signification spéciale. Symbole de résilience, de recherche constante de la lumière, de connexion entre passé et présent. Sophie demanda à Madame Josette qu'il y ait toujours des tournesols frais dans le manoir, un hommage silencieux à la femme que, même sans avoir connue, elle ressentait maintenant comme une ancêtre spirituelle. La relation entre Sophie et Thomas s'épanouissait chaque jour. Avec la fondation Nouveaux Horizons en plein fonctionnement, accueillant des centaines de jeunes en situation de vulnérabilité, tous deux trouvaient un équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Les matinées étaient consacrées au travail, elle à la fondation, lui aux affaires de l'entreprise technologique. Les vendredis après-midi étaient devenus sacrés pour des visites conjointes aux projets sociaux, et les week-ends étaient des moments de découverte mutuelle, explorant des plages cachées du littoral provençal ou simplement profitant de la tranquillité du manoir.
Un de ces dimanches matins, alors qu'ils prenaient le petit déjeuner sur la véranda avec vue sur la mer, Thomas surprit Sophie avec une proposition. « J'ai pensé à étendre le projet de la Fondation à l'arrière-pays provençal, spécifiquement à Saint-Amour-de-la-Mer. » Sophie le regarda surprise. « Saint-Amour? C'est là que je suis né. »« Je sais, » répondit-il avec un sourire. « J'ai pensé que nous pourrions visiter votre famille, connaître la région et évaluer les possibilités d'implantation du projet là-bas. » L'idée de présenter Thomas à sa famille provoqua chez Sophie des sentiments contradictoires. D'un côté, elle était fière de l'homme qu'elle avait choisi et de l'œuvre sociale qu'ils construisaient ensemble. De l'autre, elle craignait le choc culturel, le contraste entre des mondes si différents. « Ma mère vit encore dans la même maison simple où j'ai grandi, » expliqua-t-elle hésitante. « Ne vous attendez pas au luxe ou au confort. » Thomas couvrit sa main de la sienne, dans un geste affectueux. « Sophie, vous oubliez que ma grand-mère Caroline venait d'origine similaire. Je ne me soucie pas du luxe ou du statut. Je veux connaître les personnes qui ont formé la femme incroyable que vous êtes. » Ces mots dissipèrent les doutes de Sophie. La semaine suivante, ils partirent pour Saint-Amour dans un SUV confortable, mais discret. Thomas prit soin de ne pas afficher de richesse, comprenant la sensibilité de la situation. L'accueil dans la maison de la famille Dubois fut chaleureux, bien qu'initialement timide. Madame Céline, mère de Sophie, une femme aux cheveux gris et aux mains calleuses de couturière, embrassa sa fille les larmes aux yeux et reçut Thomas avec l'hospitalité caractéristique de la campagne provençale. Les frères de Sophie, deux vivaient encore en ville, apparurent également pour rencontrer l'entrepreneur de Marseille, qui avait conquis le cœur de leur sœur. Pendant le déjeuner simple mais abondant, préparé avec amour par Madame Céline, les histoires de l'enfance de Sophie remplirent la table de rire. Thomas écoutait, fasciné, les récits sur la petite fille déterminée qui étudiait à la lueur des bougies quand l'électricité manquait, qui vendait des confiseries maison pour acheter des livres, qui rêvait de transformer des réalités. « Elle a toujours été différente », commenta Madame Céline, servant plus de bouillabaisse à Thomas. Alors que les autres filles rêvèrent de mariage, Sophie parlait d'université, de changer le monde. « J'avoue avoir douté que ce soit possible, mais elle m'a toujours prouvé le contraire. »« Sa détermination est la première chose qui m'a charmé, » répondit Thomas, regardant Sophie avec tendresse, « et elle continue de me surprendre chaque jour. » La visite à Saint-Amour s'étendit sur 3 jours. En plus de passer du temps avec la famille, Sophie montra à Thomas les lieux qui avaient marqué son enfance, l'école municipale où elle avait étudié, le marché où elle vendait des confiseries, la place où elle lisait des livres empruntés à la bibliothèque publique. Ils visitèrent également des communautés rurales aux alentours, où la pauvreté contrastait avec la richesse culturelle. Le dernier jour, lors d'une réunion avec des leaders communautaires locaux, Thomas annonça l'intention d'établir une unité de la Fondation Nouveaux Horizons à Saint-Amour, axée sur la formation technique et la valorisation de la culture locale. La nouvelle fut reçue avec enthousiasme, surtout quand il mentionna que Sophie, enfant du pays, superviserait personnellement le projet. Sur le chemin du retour vers Marseille, Sophie était silencieuse, absorbant l'expérience des derniers jours. « 1 centime pour vos pensées, » dit Thomas, détournant brièvement les yeux de la route pour la regarder. « Je pense à la façon dont la vie fait des détours, » répondit-elle contemplative. « J'ai quitté Saint-Amour à la recherche d'opportunités, voulant faire la différence. Maintenant, je reviens dans une position qui me permet réellement de transformer la réalité de cet endroit. Vous méritez chaque conquête, » affirma Thomas, serrant légèrement sa main. « Et je suis heureux de faire partie de ce voyage à vos côtés. » En arrivant au manoir en fin d'après-midi, Madame Josette les accueillit avec une expression préoccupée. « Monsieur Thomas, Mademoiselle Florence Vaillant vous attend dans la bibliothèque. Elle a dit qu'elle devait vous parler de toute urgence. » Thomas fronça les sourcils, visiblement surpris. « Florence? Je ne l'ai pas vue depuis des années. »« Qui est Florence ?» demanda Sophie, sentant une pointe inexplicable d'appréhension. « Une amie de longue date, » répondit Thomas, sans élaborer. « Pourquoi ne vous reposez-vous pas du voyage, pendant que je vois ce qu'elle veut ?» Quelque chose dans la manière dont il évita son regard, en disant cela, laissa Sophie inquiète. Elle décida d'aller dans sa chambre, prendre un bain et se changer, donnant à Thomas l'espace pour recevoir la mystérieuse visiteuse. Une demi-heure plus tard, rafraîchie mais toujours intriguée, Sophie descendit les escaliers. Des voix venant de la bibliothèque l'attirèrent et, contre son meilleur jugement, elle s'approcha silencieusement de la porte entr'ouverte. «
Tu ne peux pas nier ce que nous avons eu, Thomas, disait une voix féminine mélodieuse et éduquée. Ce furent des années importantes pour nous deux. Je ne l'ai jamais nié, Florence, répondit Thomas, son ton contrôlé mais tendu. Mais le passé est le passé. Ma vie maintenant est différente. Avec cette assistante sociale, le ton était légèrement dédaigneux. J'ai entendu dire qu'elle venait d'origine assez modeste. Sophie est extraordinaire. La fermeté dans la voix de Thomas était sans équivoque. Et je n'admets pas que vous parliez d'elle en ces termes. Un silence tendu suivit. Sophie aurait dû s'éloigner, mais quelque chose la maintenait sur place. « Excuse-moi, » dit finalement la femme, son ton plus doux. « Je ne suis pas venu ici pour créer des problèmes. J'avais juste besoin de te revoir, de comprendre si ce que nous avons eu est vraiment terminé. Ça s'est terminé au moment où tu as choisi ta carrière, plutôt que de rester à mes côtés quand j'en avais le plus besoin. » La déclaration de Thomas atteignit Sophie comme un éclair. Alors Florence n'était pas seulement une amie, il y avait eu quelque chose de plus, quelque chose de significatif. « J'ai commis une erreur, admit Florence, sa voix émue. J'ai pensé que l'opportunité à New York était unique, que je ne pouvais pas la refuser. Quand j'ai réalisé que j'avais perdu quelque chose de bien plus précieux, il était déjà trop tard. Tu étais déjà avec Hélène. » Hélène. Alors Florence avait précédé l'épouse de Thomas. Sophie se sentait comme une intruse, espionnant une histoire dont elle ne faisait pas partie. « Et maintenant, je suis de retour à Marseille définitivement, » continua Florence. « La filiale française de la banque sera sous ma responsabilité. J'ai pensé que nous pourrions reprendre notre amitié au moins. »« Florence, j'aurai toujours de l'affection pour toi, » répondit Thomas après une pause. « Mais je dois être sincère, je suis amoureux de Sophie. Nous construisons quelque chose de spécial ensemble, quelque chose qui va au-delà d'une relation. C'est un but partagé. » Le cœur de Sophie s'emballa en entendant ces mots. C'était la première fois que Thomas déclarait ouvertement être amoureux d'elle. « Elle sait à propos de nous ?» demanda Florence. « À propos de comment nous avons presque été mariés. »« Mariage ?» Sophie sentit le sol disparaître sous ses pieds. Thomas n'avait jamais mentionné une relation aussi sérieuse avant Hélène. « Nous ne sommes pas encore entrés dans les détails des relations passées, » répondit Thomas, sa voix prudente. « Mais je n'ai pas de secret. Quand le moment sera approprié, je partagerai cette partie de mon histoire avec elle. » Incapable d'en entendre davantage, Sophie s'éloigna silencieusement, se réfugiant dans le jardin arrière. Sa tête tournait avec les révélations. Florence n'était pas juste une liaison passagère dans la vie de Thomas. Ils avaient presque été mariés. Et maintenant elle était de retour, éblouissante d'après ce que Sophie avait pu entrevoir, sophistiquée, clairement d'un monde social similaire à celui de Thomas. Pour la première fois depuis que sa relation avec Thomas avait commencé, Sophie se sentit vraiment insécure. Les mots de Florence résonnaient dans son esprit, origines assez modestes. Est-ce ainsi que les autres la voyaient? La fille pauvre de la campagne qui avait eu de la chance? Tellement absorbée dans ses pensées, elle ne remarqua pas l'approche de Thomas jusqu'à ce qu'il touche son épaule. « Sophie, tout va bien ?» Elle se retourna, essayant de dissimuler sa perturbation. « Oui, je voulais juste prendre l'air. La visite est déjà partie ?»« Oui, » répondit-il, étudiant son visage. Florence était une personne importante de mon passé. Elle vient de rentrer en France après des années de travail à l'étranger. « Je comprends, » répondit Sophie, gardant un ton neutre. « Vous n'avez pas à me donner d'explication. »« En fait, si. » Thomas la guida vers un banc en pierre sous un manguier. Florence et moi avons été fiancés il y a de nombreuses années, avant Hélène. Elle a reçu une offre d'emploi irrésistible à New York et a choisi sa carrière. J'étais dévasté à l'époque. Sophie acquiesça, sans faire confiance à sa voix pour répondre. Quelques années plus tard, j'ai rencontré Hélène et j'ai reconstruit ma vie, continua Thomas. Florence l'a su éventuellement et a gardé ses distances. Aujourd'hui, elle est apparue, disant qu'elle est de retour définitivement et insinuant que nous pourrions reprendre là où nous nous étions arrêtés. L'estomac de Sophie se noua à ces mots. « Et qu'avez-vous dit ?»« J'ai dit la vérité, » répondit Thomas, tenant ses mains, « que je suis amoureux de vous, que nous construisons quelque chose de significatif ensemble. » Malgré les paroles réconfortantes, une ombre de doute persistait dans le cœur de Sophie. « Thomas, elle est de votre monde. Je suis juste. » « Ne terminez pas cette phrase, » interrompit-il avec fermeté. « Vous n'êtes pas juste quoi que ce soit. Vous êtes extraordinaire à tous égards. De plus, quel monde serait-ce? Le monde des privilèges vides, des apparences, des conventions sociales.
Si c'est ce que vous pensez, alors vous ne me connaissez pas aussi bien que je le croyais. Il y avait une pointe de blessure dans sa voix qui fit regretter à Sophie ses paroles. « Pardonnez-moi, murmura-t-elle. C'est juste qu'entendre parler de vous deux, savoir que vous avez presque été mariés, m'a fait remettre en question beaucoup de choses. Vous avez entendu notre conversation ?» demanda Thomas, surpris. Sophie rougit, honteuse. « Pas intentionnellement. Je suis passé devant la bibliothèque et la porte était entr'ouverte. » Thomas soupira, passant la main dans ses cheveux dans un geste que Sophie reconnaissait déjà comme un signe de frustration. « J'aurais aimé que vous me donniez la chance de raconter cette histoire à ma façon, au bon moment, dit-il. Mais c'est peut-être bien que vous sachiez. Florence a été importante, oui. Hélène a été l'amour de ma vie pendant de nombreuses années. Toutes deux font partie de mon passé, ont façonné qui je suis aujourd'hui. » Il fit une pause, regardant directement dans les yeux de Sophie. « Mais vous, Sophie Dubois, êtes mon présent et, si vous le voulez, mon futur aussi. » Ces paroles auraient dû dissiper tous les doutes, mais quelque chose dérangeait encore Sophie. Peut-être était-ce le timing parfait du retour de Florence, juste au moment où sa relation avec Thomas se solidifiait. Ou peut-être étaient-ce ses propres insécurités, réveillées par le contraste entre elle et la sophistiquée cadre supérieure. « J'ai besoin de temps pour digérer tout cela, dit-elle finalement. Les derniers jours ont été intenses, avec le voyage à Saint-Amour et maintenant ça. »« Je comprends, » répondit Thomas, visiblement déçu, mais respectant son espace. « Je serai là quand vous voudrez parler. » Dans les jours qui suivirent, Sophie se plongea dans le travail, se consacrant entièrement à la mise en œuvre de la nouvelle unité de la Fondation à Saint-Amour. Elle évitait les moments seuls avec Thomas, maintenant les interactions strictement professionnelles. Il respectait sa distance, bien que la douleur causée par cette soudaine barrière émotionnelle fût évidente dans ses yeux. Un après-midi, alors qu'elle révisait des documents dans le bureau du manoir, Sophie fut surprise par une visite inattendue. Florence Vaillant, élégante dans un tailleur gris impeccable, frappa doucement à la porte ouverte. « Pouvons-nous parler ?» demanda-t-elle sans préambule. Sophie sentit son cœur s'accélérer, mais garda sa contenance. « Bien sûr. Entrez, s'il vous plaît. » Florence observa l'environnement, remarquant les projets sociaux étalés sur la table et les photographies de jeunes accueillis par la Fondation sur les murs. « Thomas m'a parlé du travail que vous développez, » commenta-t-elle, s'asseyant sur la chaise en face du bureau. « C'est vraiment impressionnant. »« Merci, » répondit Sophie, prudente. « En quoi puis-je vous aider ?» Florence l'étudia un moment, comme si elle évaluait quelque chose. « Je suis venue parler de Thomas. Il souffre de votre éloignement, vous savez ?» La franchise de l'approche prit Sophie par surprise. « Notre relation personnelle ne vous regarde pas. »« Normalement, je serais d'accord, » répondit Florence avec un sourire triste. « Mais dans ce cas, je me sens partiellement responsable. Mon retour a clairement perturbé l'équilibre entre vous. » Sophie garda le silence, incertaine des véritables intentions de cette visite. « Je ne suis pas venue disputer l'affection de Thomas, » continua Florence, la surprenant. « J'ai réalisé, au moment où je l'ai vu parler de vous, que j'avais perdu ma chance il y a longtemps. Ce que je suis venue faire, c'est vous mettre en garde. »« En garde ?» Sophie fronça les sourcils, confuse. « Ne commettez pas la même erreur que moi, » dit Florence, ses yeux soudainement intenses. « Ne laissez pas les insécurités ou la peur de l'avenir vous éloigner de quelqu'un que vous aimez vraiment. Croyez-moi, c'est le genre de regret qui poursuit une personne toute sa vie. » La visite inattendue de Florence laissa Sophie abasourdie. Après le départ de la cadre, elle resta assise dans son bureau pendant de longues minutes, tentant de digérer cette conversation surprenante. Les derniers mots de Florence résonnèrent dans son esprit. Ne laissez pas les insécurités vous éloigner de quelqu'un que vous aimez vraiment. Serait-il possible que l'ancienne fiancée de Thomas soit sincère? Ou y avait-il un jeu subliminal dans cette apparente reddition? Sophie avait toujours fait confiance à son instinct pour évaluer les gens, et quelque chose lui disait que, malgré tout, Florence avait parlé avec honnêteté. Ce soir-là, pendant le dîner, le silence entre elle et Thomas était presque palpable. Madame Josette servait les plats avec discrétion, lançant des regards préoccupés au couple qui se regardait à peine. « Monsieur Paul a appelé aujourd'hui », commenta la gouvernante, essayant de briser la tension. « Il a dit qu'il avait besoin de discuter de quelque chose concernant le nouveau projet à Paris. » Thomas acquiesça, distrait. « Je l'appellerai demain. » Quand Madame Josette se retira, le silence revint dominer l'ambiance. Finalement, Sophie prit courage. « Florence est venue me voir aujourd'hui. » Thomas leva les yeux, surpris. « Quoi? Pourquoi »
pour me dire que je ne devrais pas commettre la même erreur qu'elle a commise, pour me conseiller de ne pas laisser les insécurités ruiner ce que nous avons. Sophie étudia la réaction de Thomas. C'était surprenant. Florence a toujours été imprévisible, commenta-t-il avec un léger sourire. Mais elle agit rarement sans but. Pensez-vous qu'elle a des arrière-pensées? Thomas considéra la question un moment. La connaissant comme je la connais, je pense qu'elle fait finalement la paix avec le passé. Et peut-être essaie-t-elle de réparer à sa manière le mal qu'elle a causé. Sophie baissa les yeux vers son assiette, remuant distraitement la nourriture. Ces derniers jours, j'ai beaucoup réfléchi à nous, à notre avenir, à qui nous sommes et d'où nous venons. Et vous êtes arrivé à une conclusion? La voix de Thomas était calme, mais Sophie pouvait sentir la tension derrière la question. Pas encore, répondit-elle honnêtement, mais je sais que je ne peux pas continuer ainsi en maintenant cette distance entre nous. Cela nous fait du mal. De quoi avez-vous besoin pour vous sentir en sécurité dans cette relation, Sophie? Demanda Thomas, tendant la main sur la table en une invitation silencieuse. Elle hésita avant d'entrelacer ses doigts aux siens. Peut-être du temps, de l'espace pour digérer tout ce qui s'est passé. Comprendre ma place dans cette histoire. Votre place est à mes côtés, affirma Thomas avec conviction. Si c'est de cela que vous doutez, alors j'ai échoué à vous montrer combien vous comptez pour moi. Ces mots, prononcés avec tant de certitude, touchèrent Sophie profondément. Pourtant, une voix intérieure insistait qu'elle avait besoin de plus que des mots pour dissiper complètement ses insécurités. « J'ai une idée, » dit Thomas après un moment de réflexion. « Demain, je commence un voyage d'affaires à Paris. Initialement, ce ne devait être que pour 3 jours, mais je peux prolonger à 1 semaine. » Il serra légèrement sa main. « Utilisez ce temps pour réfléchir, pour prendre votre décision sans que ma présence ne vous influence. À mon retour, nous parlerons et définirons notre avenir. » La proposition était sensée et démontrait le respect de Thomas pour son processus personnel. Sophie acquiesça reconnaissante pour la compréhension. « 1 semaine, convint-elle. Quand vous reviendrez, je promets que nous aurons cette conversation sans plus d'ajournement. » Le lendemain matin, Sophie aida Thomas à préparer sa valise pour le voyage. L'ambiance entre eux était plus légère, comme si la promesse d'une résolution future avait soulagé une partie de la tension. « Vous allez me manquer, » dit-il en partant, l'embrassant doucement. « Vous aussi, » répondit Sophie, s'autorisant un bref moment de vulnérabilité. « Prenez soin de vous à Paris. » Après le départ de Thomas, le manoir sembla soudainement vide. Même avec la présence constante de Madame Josette et des employés, Sophie sentait son absence dans chaque pièce, dans chaque détail. Pour occuper son esprit et profiter du temps de réflexion, elle décida de se plonger dans le travail. La mise en œuvre de l'unité de la Fondation à Saint-Amour exigeait une attention constante, et les voyages fréquents dans sa ville natale l'aidaient à garder les pensées organisées. Le 3e jour de l'absence de Thomas, alors qu'elle révisait des documents dans le bureau du manoir, Sophie reçut un appel inattendu. « Mademoiselle Sophie ?» La voix de l'autre côté semblait préoccupée. « Ici Marcel de l'hôtel Concorde. J'appelle au sujet de Monsieur Thomas Lefebvre. » Le cœur de Sophie s'accéléra immédiatement. « Et il s'est passé quelque chose ?»« Rien de grave, ne vous inquiétez pas, » s'empressa de clarifier Marcel. « Mais Monsieur Lefebvre a eu un malaise pendant une réunion ici à l'hôtel. Rien de sérieux, juste du stress et de l'épuisement, selon le médecin qui l'a examiné. Il va bien, mais ils ont recommandé du repos pendant au moins 48 heures. »« Je comprends, » répondit Sophie, ressentant un mélange de soulagement et d'inquiétude. « Il a demandé à me prévenir ?»« En fait, il a expressément demandé de ne pas vous déranger, » répondit Marcel, hésitant. « Mais je suis un ami personnel de M. Paul Mercier, qui m'a enjoint d'ignorer cette demande et de vous contacter quand même. Il pense que M. Thomas ne devrait pas être seul en ce moment. » La révélation que Thomas avait tenté de cacher son malaise pour ne pas l'inquiéter ou interférer avec sa période de réflexion toucha Sophie profondément. C'était un geste à la fois stupide et incroyablement aimant, typique de lui. « Merci de m'avoir prévenu, Marcel. Pouvez-vous me donner le numéro de la chambre? Je vais le contacter immédiatement. » Après l'appel, Sophie tenta de joindre Thomas, mais il ne répondit pas. Sans réfléchir à 2 fois, elle prépara un petit sac et réserva une place sur le prochain vol pour Paris. Certaines situations transcendaient simplement les accords préalables, et la santé de la personne aimée en faisait certainement partie. Elle informa Madame Josette du voyage soudain et demanda au chauffeur de la conduire à l'aéroport. Pendant le vol,
Ses pensées étaient un mélange de préoccupation et de clarté. La perspective de presque perdre Thomas, même si ce n'était que pour un malaise temporaire, avait cristallisé ses sentiments d'une manière que des semaines de réflexion n'auraient pu accomplir. En arrivant à l'hôtel Concorde, il faisait déjà nuit. Elle s'identifia à la réception comme la fiancée de Thomas, la première fois qu'elle utilisait ce terme, et fut conduite à sa chambre. Elle frappa doucement à la porte, nerveuse de ces retrouvailles inattendues. Quand Thomas ouvrit la porte, vêtu d'un peignoir de l'hôtel et le visage visiblement abattu, la surprise dans ses yeux laissa rapidement place à une émotion plus profonde. « Sophie, que faites-vous ici ? Je suis venue prendre soin de vous, » répondit-elle simplement, entrant dans la chambre et déposant son petit sac au sol. « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que vous vous sentiez mal ?» Thomas ferma la porte, passant la main dans ses cheveux dans un geste de frustration. « Parce que j'ai promis de vous donner une semaine d'espace. Je ne voulais pas influencer votre décision par de l'inquiétude ou de la pitié. » De la pitié, Sophie s'approcha, touchant son visage avec tendresse. « Thomas, ce que je ressens pour vous va bien au-delà de la pitié ou de l'inquiétude circonstancielle. C'est de l'amour. Un amour qui est devenu encore plus clair quand j'ai pensé que quelque chose de grave aurait pu vous arriver. » Les yeux de Thomas brillèrent d'émotion contenue. « Je pensais que vous doutiez encore de nous. » « C'était le cas, » admit Sophie. « Mais parfois il faut presque perdre quelque chose pour réaliser à quel point c'est précieux. » « Ce n'était qu'un malaise passager, » précisa Thomas, avec un léger sourire. « Le médecin a dit que c'était du stress, probablement aggravé par la tension des derniers jours. Je ne suis pas habitué à mal dormir. »« Vous n'avez pas bien dormi à cause de moi ?» constata Sophie, ressentant une pointe de culpabilité. « À cause de mes doutes, de mes insécurités. Ne vous blâmez pas. Vos préoccupations étaient légitimes. » Thomas la guida vers le canapé de la chambre, s'asseyant à ses côtés. Florence est apparue soudainement, révélant un passé que je n'avais jamais mentionné. Il est naturel que vous ayez remis beaucoup de choses en question. J'ai questionné, oui, mais maintenant je vois que je me sabotais, créant des obstacles qui n'existaient que dans ma tête. Sophie tint ses mains entre les siennes. Peu importe d'où nous venons, Thomas. Ce qui importe, c'est où nous sommes maintenant et où nous voulons aller ensemble. Un sourire sincère illumina le visage fatigué de Thomas. « Et où voulez-vous aller avec moi, Sophie Dubois ?»« N'importe où, » répondit-elle avec conviction. « Tant que nous sommes ensemble, construisant quelque chose de significatif, faisant la différence dans la vie des gens. Je ne veux plus permettre que des insécurités ou des fantômes du passé s'interposent entre nous. » Thomas l'attira dans une étreinte serrée, enfouissant son visage dans ses cheveux. « Vous m'avez tellement manqué ces derniers jours. Même s'ils étaient peu nombreux, ils ont semblé une éternité. »« Vous m'avez manqué aussi, » confessa Sophie. « Le manoir semble vide sans vous. » Ils restèrent enlacés pendant de longues minutes, comme s'ils essayaient de compenser les jours de distance émotionnelle. Quand ils se séparèrent enfin, Thomas avait une expression sereine, malgré la fatigue évidente. « Le médecin a recommandé encore 48 heures de repos, » informa Sophie, assumant naturellement le rôle de soignante. « Alors je suggère que vous vous allongiez pendant que je commande quelque chose de léger pour notre dîner. Seulement si vous vous allongez à côté de moi, » négocia Thomas avec un sourire espiègle. « Je promets de bien me comporter, étant donné mon état affaibli. » Sophie rit, se sentant légère pour la première fois depuis des jours. Proposition acceptée. En attendant le service d'étage, allongés côte à côte sur le lit spacieux, ils parlèrent de tout ce qui s'était passé pendant les jours de séparation. Thomas raconta les réunions à Paris et les plans d'expansion de l'entreprise. Sophie le mit à jour sur les progrès de la fondation à Saint-Amour. « J'ai pensé à quelque chose ces derniers jours, » commenta Thomas après un moment de silence confortable. « Quelque chose que j'aimerais vous proposer. »« Quoi ?» demanda Sophie, curieuse de son ton sérieux. « Un voyage. Pas professionnel, pas lié à la fondation. Juste nous deux découvrant des endroits dont nous avons toujours rêvé. L'idée d'un voyage en tête-à-tête, loin des pressions du travail et des complications récentes, sonna comme de la musique aux oreilles de Sophie. « Où irions-nous » ? « Je pensais à la Côte d'Azur, » répondit Thomas, la surprenant. « Découvrir le littoral de Saint-Tropez, les plages de Normandie, des lieux qui symbolisent la beauté naturelle de la France, mais qu'aucun de nous ne connaît. » Sophie sourit, enchantée par la suggestion. « Ça semble parfait. Quand ? » « Dès que je serai rétabli et que nous aurons résolu les engagements les plus urgents, » répondit-il, caressant son visage. « Peut-être dans 2 semaines ? Nous pourrions rester absents une dizaine de jours. »
10 jours juste nous deux, sans travail, sans préoccupation. Sophie ferma les yeux, savourant la perspective. J'ai hâte. Le service d'étage arriva, interrompant momentanément la conversation. Ils dînèrent au lit avec une intimité domestique qui donnait l'impression qu'ils étaient ensemble depuis des années, non des mois. Quand ils eurent terminé, Sophie remarqua que Thomas semblait épuisé. « Vous avez besoin de vous reposer, » dit-elle, rassemblant les assiettes. « Demain, nous continuerons notre conversation. »« Vous restez » demanda-t-il, sa voix déjà alourdie par le sommeil. « Bien sûr, » répondit Sophie, se penchant pour embrasser son front. « Je suis venu prendre soin de vous, vous vous souvenez ?» Tandis que Thomas s'endormait rapidement, Sophie rangea la chambre et se prépara pour dormir. S'allongeant à côté de lui, elle observa son visage détendu dans le sommeil et ressentit une vague de tendresse et de protection. Comment avait-elle pu douter de ce qu'ils ressentaient l'un pour l'autre? Comment avait-elle permis que des insécurités détruisent presque quelque chose de si précieux? Cette nuit-là, bercée par la respiration tranquille de Thomas à ses côtés, Sophie fit une promesse silencieuse à elle-même. Elle ne permettrait plus jamais que des peurs infondées ou des comparaisons inutiles l'éloignent du bonheur qu'elle avait trouvé. Le chemin jusqu'ici n'avait été facile pour aucun d'eux, mais maintenant ils étaient ensemble, prêts à écrire un nouveau chapitre, cette fois côte à côte. Le voyage vers la Côte d'Azur, qui semblait initialement n'être qu'une escapade romantique, commença à prendre forme dans son esprit comme quelque chose de plus significatif. Ce serait un nouveau départ, un symbole d'engagement, peut-être même le début de projets plus permanents pour l'avenir. Et avec cette pensée réconfortante, Sophie s'endormit finalement, blottie dans les bras de l'homme qu'elle aimait. Les dunes de Saint-Tropez brillaient dorées sous le soleil couchant, tandis que Sophie et Thomas marchaient main dans la main sur la plage déserte. Le vent tiède ébouriffait les cheveux de Sophie, créant un halo sombre autour de son visage bronzé. Après 7 jours à voyager le long du littoral méditerranéen, tous deux affichaient la détente caractéristique de ceux qui ont laissé leurs préoccupations derrière eux. « Qui aurait cru qu'un tel paradis existait si près de nous ?» commenta Sophie, s'arrêtant pour contempler l'horizon où le ciel rencontrait la mer en une ligne parfaite. « Nous avons passé toute notre vie en France et nous n'avions jamais visité cet endroit. »« C'est comme beaucoup de choses dans la vie, » répondit Thomas, philosophique. « Parfois, l'extraordinaire est à notre portée, mais nous sommes trop occupés à regarder au loin pour nous en apercevoir. » Le voyage le long des côtes de la Côte d'Azur et de Normandie avait été transformateur pour eux deux. Loin des pressions du travail, des attentes sociales et des ombres du passé, ils avaient pu se redécouvrir l'un l'autre dans un contexte complètement nouveau. Ils avaient séjourné dans des auberges simples mais charmantes, mangé dans des restaurants locaux, conversé avec des pêcheurs et des artisans. Pour Thomas, ce fut l'occasion de se reconnecter avec la simplicité qu'il avait toujours admirée chez sa grand-mère Caroline. Pour Sophie, ce fut la chance de montrer à Thomas qu'elle pouvait être son égale dans n'importe quel environnement, que ce soit un manoir luxueux ou une cabane de pêcheurs. « J'ai réfléchi à quelque chose pendant ces jours, » dit Thomas, la guidant vers une formation rocheuse où il pourrait s'asseoir pour admirer le coucher de soleil. « À propos de l'avenir de la Fondation Nouveaux Horizons. » Sophie le regarda curieuse. Ils avaient convenu de ne pas parler de travail pendant le voyage, mais l'éclat dans ses yeux indiquait que l'idée était importante. « Je vous écoute, » répondit-elle, s'installant sur le rocher tiède. « Et si nous étendions le concept au-delà des grandes villes? Des endroits comme ceux-ci. » Il fit un geste vers le village de pêcheurs au loin, ont tant de potentiel, tant de richesses culturelles, mais si peu d'opportunités pour les jeunes. Un réseau de centres de formation dans les communautés côtières? Sophie saisit immédiatement la vision. Axé sur le tourisme durable, l'artisanat, la préservation environnementale? Exactement. Thomas sourit, enchanté par leur synchronie de pensée. Nous pourrions commencer par un projet pilote ici à Saint-Tropez, puis étendre à d'autres destinations. Former des jeunes qui pourraient développer leur communauté sans avoir besoin de migrer vers les grands centres. Les yeux de Sophie brillaient d'enthousiasme. C'était exactement le type de projet transformateur dont elle avait toujours rêvé. Cela changerait des vies, Thomas. Des familles entières pourraient prospérer sans perdre leurs racines. Et le meilleur, continua-t-il, c'est que nous pourrions superviser personnellement, passer des périodes dans chaque localité, connaître de près les réalités. Attendez, interrompit Sophie, soudain sérieuse. Vous proposez que nous voyagions constamment? Je propose que nous ayons plus d'un foyer, clarifia Thomas, tenant ses mains.
Le manoir à Marseille resterait notre base, mais nous pourrions avoir de petites maisons dans des lieux stratégiques, des endroits comme celui-ci. L'idée était à la fois audacieuse et séduisante. Une vie partagée entre l'urbain et le rural, entre le sophistiqué et le simple, entre le connu et le nouveau. Ce serait un grand changement, pondéra Sophie. Spécialement pour vous qui avez toujours été si enraciné à Marseille. C'est peut-être exactement ce dont j'ai besoin, répondit Thomas, ses yeux fixés sur l'horizon. J'ai passé des années à me cacher dans ce manoir après qu'Hélène soit partie. Maintenant, avec vous, j'ai envie d'explorer, de redécouvrir le monde. Sophie resta silencieuse, absorbant la signification profonde de ses paroles. Ce n'était pas seulement un projet professionnel que Thomas proposait, mais une nouvelle façon de vivre, une qu'ils construiraient ensemble. Nous aurions besoin de partenaires de confiance pour gérer la fondation à Marseille, dit-elle, pensant déjà aux aspects pratiques. Des personnes qui partagent notre vision. Paul pourrait superviser la partie administrative, suggéra Thomas. Et votre amie Marine, que vous avez récemment embauchée, semble parfaitement capable de coordonner les programmes existants. Le soleil commençait à plonger dans l'océan, peignant le ciel de tons spectaculaires d'orange et de rose. La beauté du moment semblait un aval cosmique au plan qu'ils esquissaient. « Savez-vous ce que j'aime le plus dans cette idée ?» dit Sophie après un moment de contemplation. « C'est qu'elle représente parfaitement qui nous sommes, un mélange de votre monde et du mien. Ni totalement urbain, ni totalement ruraux, ni complètement sophistiqués, ni entièrement simples, juste authentiquement nous. » Thomas l'attira plus près, embrassant doucement ses lèvres. « Exactement. Construire des ponts entre les mondes, comme ma grand-mère Caroline l'a toujours fait. » Quand le dernier rayon de soleil disparut à l'horizon, Thomas se leva et, à la surprise de Sophie, s'agenouilla devant elle. « Je n'avais pas prévu de faire cela aujourd'hui, » dit-il, visiblement nerveux. « En fait, je porte ceci avec moi depuis des semaines, attendant le moment parfait. » De sa poche, il sortit une petite boîte en velours bleu. Le cœur de Sophie s'accéléra quand elle comprit ce qui se passait. « Sophie Dubois », continua Thomas, ouvrant la boîte pour révéler une délicate bague en or avec une unique émeraude. « Vous avez transformé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Vous avez apporté la lumière là où il y avait l'obscurité, un but là où il y avait le vide, l'amour là où il n'y avait que le souvenir. Voudriez-vous construire cette nouvelle vie à mes côtés? Acceptez-vous de m'épouser ?» Des larmes silencieuses coulaient sur le visage de Sophie. La bague était parfaite, élégante sans être ostentatoire, précieuse sans être exhibitionniste. Comme Thomas, comme l'amour qu'il partageait. « Oui, » répondit-elle, sa voix émue par l'émotion. « Oui, je veux construire cette vie avec vous. Je veux créer des ponts entre les mondes à vos côtés. » Avec des mains légèrement tremblantes, Thomas glissa la bague à son doigt. C'était comme si le bijou avait toujours appartenu à cet endroit, un symbole tangible de l'union de deux chemins auparavant séparés. « C'est une émeraude française, » expliqua-t-il, tandis qu'il se levait pour l'étreindre, extraite de façon durable dans les Alpes. « Quand je l'ai vue, j'ai immédiatement pensé à vos yeux. » Sophie admira la bague à la lumière du crépuscule. « Elle est parfaite, Thomas, exactement ce que j'aurais choisi. » Enlacés sous le ciel qui se remplissait rapidement d'étoiles, ils firent des plans pour l'avenir. Ils se marieraient lors d'une cérémonie intime à Marseille, seulement avec la famille et les amis proches. Ensuite, ils lancèrent le projet pilote à Saint-Tropez, passant 3 mois dans le village, pour structurer le centre de formation. « Nous pouvons aussi en profiter pour rénover l'unité de Saint-Amour, » suggéra Sophie, déjà enthousiasmée par les possibilités. « Ma mère adorerait s'impliquer plus directement. Et ensuite, qui sait, la presqu'île de Gien, Porquerolles, l'île de Porquerolles, continua Thomas, contagié par son enthousiasme. Il y a tant d'endroits merveilleux en Provence qui méritent ce type d'investissement. La nuit avançait tandis qu'ils restaient sur la plage, conversant, rêvant, planifiant. Quand ils décidèrent enfin de retourner à l'auberge, la pleine lune éclairait le chemin comme un phare guidant des navigateurs vers un port sûr. 3 mois plus tard, la chapelle historique du vieux port était décorée d'arrangements simples, mais élégants de tournesol. Les invités, pas plus de 50 personnes, attendaient l'arrivée de la mariée. Au premier rang, Madame Céline, mère de Sophie, pleurait discrètement, croyant à peine au tournant qu'avait pris la vie de sa fille. À ses côtés, les frères de Sophie, fiers dans leurs costumes neufs, conversaient avec animation avec Paul, le meilleur ami de Thomas et son témoin. De l'autre côté de l'allée, Madame Josette, impeccable dans un ensemble bleu marine,
souriait avec la satisfaction de celle qui témoignait de la renaissance d'une famille qu'elle aimait. Des invités des deux mondes se mélangeaient naturellement, des entrepreneurs sophistiqués aux côtés d'artisans de Saint-Amour, des cadres de multinationales conversant avec des éducateurs de la Fondation. À l'hôtel, Thomas attendait nerveux, ajustant constamment sa cravate. Quand la musique commença et que tous se tournèrent vers l'entrée, son cœur s'arrêta presque. Sophie apparaissait dans l'embrasure, radieuse dans une robe simple mais élégante en dentelle artisanale, produite par une coopérative de dentelières soutenue par la Fondation. Dans son bouquet, des tournesols se distinguaient, rendant hommage à Caroline, la matriarche dont l'histoire avait uni leur chemin. Marchant lentement dans l'allée, au bras de son frère aîné, Sophie se sentait comblée. Son regard croisa celui de Thomas, et à cet instant, tous les doutes qu'elle avait pu avoir semblaient insignifiants. Le chemin jusqu'ici n'avait pas été conventionnel, une adresse erronée, une rencontre improbable, des mondes apparemment incompatibles. Mais maintenant, tout avait un sens, comme si chaque pas avait été soigneusement planifié par le destin. La cérémonie fut brève et émouvante. Quand ils échangèrent les alliances et furent déclarés mari et femme, les applaudissements résonnèrent dans la chapelle historique. Le baiser qui scella leur union était à la fois tendre et passionné, une promesse silencieuse de construire ensemble un avenir qui honorerait leurs origines et élargirait leurs horizons. La réception, tenue dans une maison coloniale restaurée dans le centre historique, fut une célébration vibrante de la culture provençale. Musique, danse, cuisine traditionnelle et beaucoup de joie marquèrent la fête, qui se prolongea jusqu'à l'aube. Florence, étonnamment, fit une brève apparition pour féliciter les mariés, apportant comme cadeau un don substantiel à la Fondation. Son geste symbolisait non seulement l'acceptation, mais un désir sincère qu'ils soient heureux. Quand la fête prit finalement fin, Thomas et Sophie se dirigèrent non pas vers le manoir aux Calanques, mais vers un petit bungalow au bord de mer qu'ils avaient acquis à Bandol. Ce serait leur première maison alternative, un symbole du style de vie qu'ils avaient choisi, ni complètement urbain, ni totalement rural, un pont entre les mondes. Le lendemain matin, ils se réveillèrent au son des vagues et à l'odeur de la brise marine. Ils prirent le petit déjeuner sur la véranda, planifiant les prochaines étapes. Dans 2 semaines, ils partiraient pour Saint-Tropez pour lancer le projet pilote de l'expansion de la Fondation. Ensuite, ils passeraient 1 mois à Saint-Amour, renforçant l'unité déjà existante. Le manoir à Marseille serait conservé, mais transformé en siège administratif de la Fondation, avec seulement une aile réservée pour quand ils auraient besoin d'être dans la capitale régionale. « Savez-vous ce qui m'impressionne le plus ?» commenta Sophie, observant la mer calme du matin. « Comment une simple erreur d'adresse a complètement changé le cours de ma vie. Si j'étais arrivé au bon endroit ce jour-là, peut-être n'existe-t-il pas d'erreur, seulement des détours nécessaires, » philosopha Thomas, servant plus de café à tous deux. Ou peut-être l'univers savait-il exactement où vous deviez être. Sophie sourit, tendant la main pour toucher le visage de son désormais mari. Ou peut-être était-ce simplement notre destin de nous rencontrer, peu importe comment. En ce matin ensoleillé d'octobre, assis sur la véranda simple de leur nouvelle maison, Sophie et Thomas représentaient bien plus qu'un simple couple de jeunes mariés. Ils étaient la preuve vivante que les divisions sociales, les différences d'origine, les mondes apparemment incompatibles pouvaient s'unir et créer quelque chose de nouveau, quelque chose de transformateur. L'histoire qui avait commencé par une adresse erronée s'était transformée en un voyage de découverte de soi, de dépassement et d'amour véritable. L'erreur providentielle qui avait conduit Sophie au manoir de Thomas ce jour lointain n'avait pas seulement été le début d'une romance improbable, mais le catalyseur d'une mission partagée qui continuerait à transformer des vies tout le long du littoral français. Tandis qu'ils contemplaient l'horizon infini devant eux, ils savaient qu'ils ne faisaient que commencer à écrire leur histoire ensemble. Une histoire de pont construit entre des mondes différents, de barrières surmontées, de nouveaux horizons conquis. Une histoire qui, comme les tournesols qu'ils aimaient tant, se tournerait toujours vers la lumière, peu importe combien les jours pouvaient être sombres.